Souvent, on va penser que ralentir, c'est devenir plus lent, presque amorphe, alors que c'est pas du tout ça. Quand on parle de ralentir, c'est oui un rythme qui ne va pas escamoter notre rythme personnel, mais qui va nous apprendre à rajouter de l'espace dans notre emploi du temps. C'est pour ça que l'espace et le temps, finalement, ils sont si proches. C'est rajouter de l'espace pour avoir plus de temps. Et dans cette anecdote que je viens de vous raconter, il y a vraiment la conclusion à tirer, c'est qu'on a tous besoin de temps de retrait, de temps tout seul, de temps un petit peu plus en lien avec soi, en connexion avec soi, même après, même quand on profite de la foule. Et je pense même pour les introvertis. Bienvenue chez Let It Be. Les balados de Let It Be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous entrouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide, seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. Let It Be est un podcast de méditation soutenu par Let It Be Méditation et ses formations en méditation. Alors, on commence. Bonjour à vous, alors je suis de retour de vacances et je pense que s'il y a une chose que je ne maîtrise pas, c'est l'art de m'arrêter, mais s'il y a une chose que je maîtrise, c'est l'art de ralentir. Et si je vous ai fait déjà un article de blog sur justement les façons de ralentir intelligemment, j'avais envie dans cet épisode de podcast de reprendre certains éléments pour les extrapoler en lien avec comme des anecdotes ou finalement des exemples tirés de mes propres vacances pour vous permettre de comprendre ce que c'est de vivre une vie qui suit son rythme intérieur. Parce que quand on parle de ralentir, je pense que la chose qui fait le plus peur souvent, c'est de penser que on va devenir lent. Alors que l'idée, ce n'est pas d'être lent ou lente, l'idée, c'est d'avoir son propre rythme intérieur et de ne pas sentir qu'on est happé par un rythme qui va trop vite ou au contraire ne pas être agacé par un rythme qui va bien trop lentement. Et je trouve que souvent, la question de la vitesse, c'est une question qui est un petit peu artificielle. En fait, l'idée de ralentir, c'est quelque chose d'un peu d'artificiel parce que pour moi, d'abord, c'est pas forcément l'idée de tout faire plus lentement qui compte. C'est l'idée en fait d'avoir des espaces de récupération quand on est habitué à faire des choses vite. Moi, je suis quelqu'un qui travaille extrêmement vite avec beaucoup de concentration, beaucoup de focus et donc après j'ai besoin d'espace de rien pour pouvoir un peu contrebalancer. Je ne parle pas que ce soit même si je travaille intensément 3 heures, il ne faut pas que je m'arrête forcément 3 heures, ça peut être même plus que ça ou moins que ça, mais je vois ça en termes d'espace que je me donne et pas forcément de temps équivalent ou de lenteur absolue. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que mon explication d'aujourd'hui, elle ne va pas être dans l'esprit de devenir tous une gang de lents, mais plutôt de réapprendre finalement à réintroduire ces espaces salvateurs quand on est efficace puis qu'on est habitué à faire les choses vite. Moi, je vous l'ai déjà dit dans un post qui avait fait beaucoup réagir il y a quelques semaines sur Instagram et Facebook, comme quoi je ne sais pas m'arrêter pendant les vacances, puis c'est quand même un peu tant mieux. J'ai une entreprise où on n'est pas beaucoup, on est 2 dedans, d'être 3 avec Karine, donc Jessica, Karine et moi, mais au final, quand je pars en vacances, et même si Jessica tient le fort, il y a beaucoup de courriels qui rentrent et ça me plaît d'y répondre au fur et à mesure, de régler des petits problèmes au fur et à mesure, plutôt que d'avoir la perspective en rentrant de devoir tout gérer et de passer une journée, comme ça m'arrive souvent quand je fais mes retraites de 10 jours de silence, où là évidemment je ne réponds pas à mes courriels. Et je ne réponds pas aux demandes, je ne peux pas répondre aux demandes, ça fait en sorte que le fait de ne pas savoir m'arrêter, puis de gérer encore minimalement, extrêmement minimalement mon entreprise à ces moments-là, c'est vraiment confortable. Donc, tout ça pour dire que je ne sais pas m'arrêter. Par contre, un art que je maîtrise, c'est celui de ralentir parce que si pendant les vacances, je ne sais pas m'arrêter, je ralentis quand même. Et pendant l'année courante, même si je travaille selon un horaire relativement normal, je dirais,
peut-être assez allégé pour certains, mais relativement normal. Mais évidemment, je ralentis tout autant au travers. Et donc, la première chose par rapport, moi qui m'aide beaucoup, dans la question de ralentir, puis peut-être que vous allez trouver ça un petit peu paradoxal, mais je l'explique quand même, c'est vraiment de l'idée de faire une chose à la fois. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement, stressant de faire plusieurs choses à la fois, de jongler avec plusieurs balles à la fois. Et donc, notamment pendant les vacances, choisir de faire une seule chose à la fois, ne pas escamoter une étape. C'est une façon non seulement de ralentir, de davantage aussi apaiser son système nerveux, mais aussi au final de gagner du temps. Gagner du temps parce que quand on fait vite les choses, parfois on se trompe, puis il faut le reprendre, mais aussi on le sait, le délai de friction entre deux activités, quand on jongle, quand on passe d'une chose à l'autre un petit peu trop, de manière trop abrupte ou presque en même temps, ça fait en sorte qu'au final ça nous prend plus de temps, plus d'énergie qu'autre chose que si on avait pris notre temps. Et bon, ça c'est le conseil qu'on connaît peut-être. Dans la tradition bouddhiste que j'étudie quand même maintenant depuis quelques années, le principe de base c'est quand tu fais une chose, fais cette chose. C'est quand tu te brosses les dents, tu te brosses les dents. Quand tu marches, tu marches. Quand tu cuisines, tu cuisines. Et je trouve que notre monde moderne nous apprend beaucoup à superposer les choses. Donc, quand on marche, on écoute un podcast. Quand on cuisine, on peut regarder une émission de télé. On se brosse les dents, puis on peut écouter la musique en même temps. Mais je trouve que cette idée de se donner des temps juste pour faire une chose à la fois, vraiment, il y a comme une clé là-dedans. Et si je l'extrapole, ça peut être, je veux sortir des exemples un petit peu courants, mais je vais l'extrapoler à des choses qui peuvent paraître un peu moins évidentes. Comme par exemple quand on ressent une émotion. Quand on ressent une émotion, par exemple on discute avec quelqu'un, ça ne se passe pas très bien, on ressent une émotion désagréable dans son corps, mais souvent on va ne pas la ressentir et être ne pas vouloir la sentir, bon ça c'est un autre débat, ou alors la ressentir tout en discutant avec l'autre, ou alors ce qu'on fait rarement c'est que quand on se retire finalement de cette discussion avec l'autre personne, on se donne un temps plein pour pouvoir ressentir cette émotion-là. Moi ce que je trouve c'est que il y a comme cette dimension supplémentaire, cette dimension émotive qu'on va superposer et c'est normal, c'est notre monde intérieur qui réagit à ce qui se passe dans notre monde extérieur, mais bien souvent ce qu'on va faire c'est qu'on ne va pas laisser d'espace à notre monde intérieur, un espace vraiment à lui pour qu'il puisse avoir son espace dédié, avoir son moment dédié juste à lui. Donc quand je vous dis faire une chose à la fois, ça paraît évident, mais si on l'extrapole vraiment sur ce que ça pourrait être, faire une chose à la fois, ça voudrait dire, après des moments peut-être émotifs, prendre un temps pour soi, pour pouvoir ressentir les émotions. Quand c'est des émotions désagréables, c'est l'idée d'être de son côté, de se donner de l'empathie, de l'amour, se donner de sentir vraiment qu'on est de notre côté, de soi-même vraiment, comme on pourrait le faire pour un animal qui souffre ou un ami dans le besoin, et vraiment être dans ce reparenting, ce reparentage, je ne sais pas comment on le dit en français, de cet enfant intérieur qui souffre, pour pouvoir vraiment lui donner un espace. Et c'est pareil, quand on vit quelque chose de beau, de grand, souvent on va vivre les émotions presque en même temps qu'on est en train de le voir, mais on peut après se donner un temps pour le vivre. Et ça va faire quoi? Ça veut dire que on suit ce principe, cette règle de base du bonheur qui est d'apprendre à faire une seule chose à la fois, mais aussi on redonne une certaine légitimité, une certaine valeur à ce qu'on ressent en se donnant de l'attention, l'espace vraiment dédié. Et ça, c'est vraiment extraordinaire pour augmenter sa connexion à soi et surtout son estime de soi, sa capacité à s'aimer, à se trouver valable en toutes circonstances, parce que c'est pas, on s'escamote plus en fonction de qu'est-ce qu'on est en train de vivre.
Donc ça, c'est la première chose et c'est vraiment super important. L'autre chose que je trouve qui nous aide énormément, et là je vais y aller, je tape déjà du doigt, je vais y aller avec un petit côté fâché, c'est que, vous savez, Isabelle Miron, dans son livre L'État nomade, un livre que j'adore, qui m'a même amené à refaire une maîtrise tellement je l'ai aimé, elle parle de la société, qui est un terme qui ne veut rien dire, elle l'appelle la grande fiction. Et ça, je trouve que c'est percutant comme mot, la grande fiction. Et donc, cette grande fiction-là, elle a eu le tour de force de nous faire sentir que des choses qui nous faisaient du bien, des choses simples qui nous faisaient du bien, mais c'était des choses qui étaient... mais qui ne méritaient pas forcément notre attention, ou pour reprendre l'expression que j'utilise, qui sont clichés. Tu sais, comme passer du temps en famille, oh, ben c'est cliché, mais ça fait du bien. S'arrêter, faire une sieste, oh, c'est cliché, mais ça fait du bien. Par exemple, bref, tout ce qui est cliché, puis on a chacun nos façons de voir qu'est-ce qui est cliché, mais à chaque fois, c'est comme si quand on utilisait le mot cliché, c'est comme si on s'excusait de qu'est-ce qu'on va dire, parce que les normes sociales nous amènent à comprendre que ces trucs clichés, c'est pas si important, parce que quand on fait des trucs clichés, qui sont souvent des choses non mercantiles, on s'occupe pas des vraies choses de la vie, des choses sérieuses quand on est des adultes sérieux. Et donc, la proposition que j'ai à vous faire, c'est de particulièrement être attentive quand vous vous dites quelque chose, ah ça c'est cliché, parce que c'est justement là que se loge quelque chose d'important pour vous, donc quelque chose qui n'est pas urgent, qui ne va pas être façonné par la grande fiction comme étant les devoirs des adultes ou les choses importantes comme adultes, non, des choses très importantes pour soi et qui vont nous faire du bien comme adultes, dans notre rythme, dans le côté régénératif, dans le côté nourricier des activités qui nous font du bien. Donc, faites la liste de qu'est-ce que vous trouvez cliché ou amusez-vous à voir qu'est-ce qui suit la phrase « je sais que c'est cliché, mais… » et là vous suivez la phrase, ou surveillez aussi vos amis quand ils vous disent que quelque chose est cliché parce que ça parle de quelque chose d'important pour eux. Et là, la révolution, peut-être que ce mot est trop galvaudé, mais la résistance que je vais vous proposer, c'est que si vous trouvez quelque chose de cliché, faites-le, faites-en comme un devoir, justement, on prend le contre-pied, faites-en comme quelque chose de très important pour vous et remettez-le au cœur des choses. La troisième chose je trouve qui est vraiment super importante, et ça c'est tellement fondamental que j'y insiste énormément dans les cours que je donne. D'ailleurs, en parlant de cours, il y a la formation de professeur de méditation qui débute en septembre, le 26. Il reste simplement 4 places. Donc, si vous souhaitez approfondir la question de la pleine conscience, améliorer votre qualité de présence, guider des méditations qui ne sont pas des méditations basiques, genre visualisation ou ferme les yeux puis je te parle comme si tu avais les yeux ouverts. Et si vous voulez vraiment aller une coche au-dessus sur l'imagerie profonde, la pleine conscience puriste qui est tellement malmenée en ce moment. Bref, si vous voulez faire partie de ceux qui font bien les choses, vous pourriez être intéressé à postuler à la formation de professeur de méditation parce que je pense que ça vaut le coup de... On est tellement dans quelque chose qui est uniformisé par ChatGPT, par des gens qui peut-être ont compris un certain message de la méditation puis l'utilisent en s'improvisant professeur de méditation, mais au final, il y a comme une couche de subtilité, de nuances qui font tout l'art de la méditation, qui font que c'est un art ancestral. Et je pense que s'approprier ce qui ne se dit pas dans la méditation, parce que c'est d'abord expérientiel, mais à travers finalement un parcours sur 9 mois, c'est après avoir des outils en soi, des techniques, ou même une transformation personnelle, vivre une transformation personnelle, qui va faire en sorte qu'on vient changer concrètement sa communauté, le monde autour de soi, à sa façon, mais à travers des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'intellect, qui sont des choses du subtil. Bref, c'est dur de mettre des mots sur le pouvoir de cette formation-là.
Et si j'ai fait ma digression, je voulais vraiment pas la faire, je voulais pas vous en parler autant, mais ce que je voulais vous dire, c'est quelque chose qui est fondamental et qu'on apprend, c'est un des petits aspects qu'on apprend quand on regarde la pleine conscience puriste, c'est la question des transitions. Une transition, c'est quand quelque chose se termine, qu'il y a un point sans rien et que quelque chose est prêt à recommencer. Et souvent, en fait, dans notre société d'optimisation où on veut vraiment accomplir le plus possible, mais ce qui se passe, c'est qu'on escamote les transitions, on vient couper les transitions. On vient couper cette ponctuation de la vie qui ferait en sorte que on vivrait une vie beaucoup plus satisfaisante en étant capable de prendre conscience qu'on vient de terminer une tâche avant de venir prendre conscience qu'on est en train de recommencer une tâche. Et ça, c'est ce que nous apprend la pleine conscience sur plusieurs angles, sur plusieurs couverts, mais notamment un couvert, c'est celui finalement d'apprendre à apprécier ce qu'on vient de terminer, sentir la période de l'instance, et après sentir qu'il y a comme une remontée vers une autre activité. Et ça, on le fait par des exercices de pleine conscience, plus ou moins puristes. On utilise notre propre matériel qui est le corps, mais ce qu'on vit en fait dans le petit creuset, dans cette goutte d'eau, dans ce grain de sable qui est une méditation de quelques minutes, après on peut tirer de nombreux enseignements par rapport à ce qu'on peut vivre. Et donc ça fait en sorte qu'après, on vit une vie où on n'est pas juste en train de faire, d'accomplir, donc d'être dans le faire finalement, où on vit une vie où on peut justement être beaucoup plus dans l'être, où on apprécie ces moments, qui d'ailleurs ces moments-là, ces transitions-là, elles n'ont pas de nom dans la langue, dans les langues occidentales. Dans les langues orientales, il y a beaucoup de mots pour venir qualifier ces moments. Isabelle Miron appelle l'antre, moi j'appelle ça l'entre-deux, mais ces entre-deux-là, ils n'ont pas d'identité souvent dans les langues occidentales, mais en Orient, ils en ont une. Et c'est redonner finalement un espace à ces petits moments entre-deux, en faire des moments jouissifs, en faire des moments où on apprécie. Notamment, ça joue sur le sentiment finalement d'avoir accompli, le sentiment d'avoir une vie riche, mais en plus, si vous mettez en plus ce que je vous parlais tantôt de l'importance finalement de se donner un espace à soi, ben, ces moments finalement de transition, ça peut être des moments où on quitte le monde du faire pour prendre conscience de comment on se sent, comment on va, en lien avec l'activité qui vient d'être terminée, avant de soi-même sonder ses propres dispositions pour la prochaine activité, qui pourra alors être changée si finalement c'est plus la bonne. Parce que, et ça on le voit beaucoup pendant les vacances, on peut avoir un planning totalement idéalisé de qu'est-ce qu'on va faire à enchaîner les choses. Mais au final, on reste des organismes vivants qui avons des besoins qui changent selon l'énergie, selon plein de paramètres. Et je vous parle en même temps que je suis dans mon salon avec la porte ouverte, puis il y a un chat que je connais pas qui vient de rentrer. Ah, c'est trop cute. Et donc, j'ai perdu mon idée du coup. J'ai perdu mon idée pour de vrai. Oui, c'est ça. Donc, même si on est des organismes vivants, et ça fait en sorte que même si on avait prévu de faire quelque chose, peut-être que ça ne nous tentera pas. Et souvent, en fait, nos horizons changent. Parfois, on prévoit des choses 3 semaines à l'avance. Sur le moment, ça ne nous tente pas de le faire. Mais ramener finalement à la hauteur d'une journée, ben, ça peut être qu'en fin de journée, on avait prévu quelque chose et ça ne nous tente pas. Moi, je suis beaucoup de ce style-là où j'y vais de manière organique. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à chaque fois à me commettre à faire une activité parce que ça m'angoisse presque de me dire mais est-ce que ça va être la bonne énergie à ce moment-là. Mais en vacances justement on a plus de latitude pour pouvoir être plus capable de choisir les choses ou finalement renoncer à faire quelque chose. Et ça finalement c'est vraiment une compétence qu'on pourrait réapprendre dans le sens horaire que nous offrent les vacances pour pouvoir le faire, pour pouvoir l'extrapoler dans la vie courante. Je sais que j'utilise beaucoup le mot extrapoler, mais une fois qu'on a un mot dans la tête, souvent on le réutilise à toutes les sauces. Et à travers ça, par exemple, dans mes dernières vacances, c'est sûr, je ne m'étais pas mis beaucoup de choses, mais je m'étais donné beaucoup la latitude de quitter quand je sentais que j'en avais assez. Donc même quand j'étais dans des activités plus ou moins sociales, quand je sentais que j'étais repue de sociabilité d'une personne ou d'une autre, ben, ça faisait en sorte qu'en ayant cette acuité d'écouter, ben, je pouvais ne pas attendre la fin par exemple de l'activité pour le faire. Donc ça peut être aussi un exemple.
Et c'est clair que de ce que je vous parle ici, peut-être que ça résonne déjà beaucoup pour vous, mais ça va d'autant plus résonner si vous rajoutez une petite et une courte période de méditation en plus ou que vous l'ajoutiez tout court dans vos journées, parce que la pleine conscience, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous sort du pilote automatique, elle nous sort des conditionnements. Bon, c'est une autre façon de parler des pilotes automatiques, et elle nous permet finalement de nous voir aller, d'être plus dans le découplage entre qu'est-ce qu'on veut vraiment et qu'est-ce qui nous est imposé. Mais aussi, je trouve que, puis ça, j'en parlais avec un moine bouddhiste que j'adore et qui est mon enseignant depuis des années. C'est comme si quand on était en pleine conscience, le temps ralentit. Le temps ralentit et plus on médite, plus finalement, ça c'est un autre prof, ça c'est mon mentor de méditation qui disait ça, c'est que plus on médite, plus on jouit de la vie. Plus on est capable de voir des subtilités de la vie qu'on n'était pas capable de voir avant. Et donc on est plus capable de voir par exemple notre cœur qui nous dit « Oh, ça y est, je suis repu de liens sociaux, j'ai envie d'autre chose ». Et donc le faire plutôt que d'être dans une nausée puis de se sentir épuisé avec une batterie sociale totalement à plat parce qu'on n'a pas su dire qu'on n'était pas capable, on n'a pas été capable de mettre un terme à une soirée par exemple. Moi, clairement, dans les soirées que je reçois à la maison, souvent, c'est très tôt. Je fais plus des apéritifs dînatoires. Comme ça, je reçois les gens tôt et ils partent tôt. Mais ça m'est déjà arrivé de demander à 10h du soir, de dire, moi, je suis épuisée. Vous pouvez rester là si vous voulez, mais moi, je vais aller me coucher. Donc, c'est comme redéfinir un peu la capacité à redonner une vérité, dire sa vérité ou redonner un espace à qu'est-ce qu'on vit vraiment. Et ça va être d'autant plus facile de le faire qu'on va le sentir en temps réel. Alors que parfois, on arrive à un extrême parce que nos limites sont dépassées et que c'est vraiment notre survie qui parle à la place de nous, et on devient peut-être plus agressif, on devient peut-être plus énervé par rapport à ça. Alors que quand on arrive à sentir finalement, quand on est dans l'instant présent, donc quand on médite, ou d'autres techniques aussi, je ne dis pas que la méditation c'est la panacée, mais ça fait en sorte qu'on est plus capable d'être en lien avec soi et de choisir son tempo, ses transitions, ces moments aussi où on se retire. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'on a eu ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça existe au Québec le terme, ça s'appelle une cousinade en France, où tous les cousins finalement se retrouvent. Il y a eu un moment de la journée, c'était sur toute une journée, il y a eu un moment de la journée où on s'est tous retirés en solitaire dans un petit coin. On était dans l'immense jardin de ma sœur et donc on a eu tous notre petit moment solo. Puis ça c'est vraiment, je trouvais ça super beau. C'était caractéristique finalement de l'écoute des besoins de chacun. Alors c'est ça que j'avais à vous dire par rapport à cette idée d'apprendre à ralentir. Et pour moi, si vous regardez bien la façon dont je vous ai exprimé mon point de vue, étayé aujourd'hui, la question du temps, c'est beaucoup est beaucoup en lien avec l'idée de se donner de l'espace. Et de se retirer de qu'est-ce qui pourrait nous happer du pilote automatique. Donc ralentir, c'est pas forcément, comme je disais au début, faire des choses de manière lente, mais c'est de se retirer pour mettre un frein, faire des choses qui sont de l'ordre de la transition, de l'écoute de soi, de l'écoute de la prospective, de qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc., pour pouvoir après mieux revenir dans l'action. Et je terminerai avec la fameuse phrase bouddhiste que vous connaissez peut-être, qui se questionne toujours de savoir quel est le vélo qui va le plus loin. Est-ce que c'est celui qui a des freins ou celui qui n'a pas de freins? Donc je vous laisse y répondre. Puis entre-temps, si vous souhaitez postuler pour la formation de professeur de méditation, sachez que c'est encore possible et il y a un tarif Early Bird que je pourrais vous faire si vous me mentionnez que vous avez écouté ce podcast donc avant le 20 août. Donc le tarif Early Bird c'est jusqu'au 15 août, mais je vous donne une extension de 5 jours jusqu'au 20 août. Et si vous êtes à l'étape plutôt d'apprendre à méditer, conforter peut-être une petite pratique de méditation que vous avez déjà, j'ai un super cours qui s'appelle Méditer concrètement, qui est un cours qui se vit hors des écrans. Ça m'est vraiment cher parce que, je vous ai déjà raconté que j'ai eu un petit problème aux yeux et je sais à quel point les écrans sont délétères pour notre santé
oculaire. Donc c'est un cours à emporter, un cours nomade que vous pourriez avoir partout avec vous en vacances. Et vous pouvez même télécharger les méditations et le cours. Donc c'est un cours audio pour pouvoir être capable d'approfondir votre pratique. Donc c'est un cours qui est pensé pour ceux qui veulent peut-être commencer mais aiment bien commencer avec un cours complet, ou ceux qui méditent déjà et qui veulent approfondir leur pratique. Puis si vous souhaitez devenir professeur de méditation, ben là, vous savez quoi faire et m'envoyer le postulaire le formulaire pour postuler, donc le postulaire en l'occurrence. Merci de votre écoute, à bientôt.